15 ans. Elle pense partir en vacances avec sa famille, mais dès l'atterrissage, elle comprend que quelque chose ne va pas. En quelques heures, la frontière syrienne est franchie de nuit. Et Sana se retrouve soudain plongée au cœur d'un territoire contrôlé par Daesh. Sans l'avoir choisi, sans comprendre ce qui lui arrive, elle est séparée de sa vie d'avant et exposée à un environnement dangereux, instable, où chaque jour devient une question de survie. Sana s'est littéralement faite kidnapper par Daesh. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer comment elle s'en est sortie. Bombardement, combat, isolement, conditions extrêmes. Sana découvre une réalité que personne ne devrait avoir à affronter à son âge. Aujourd'hui, elle raconte, avec ses mots, avec son courage, ce qu'elle a traversé. Comment elle a résisté. Comment est-ce qu'elle s'en est sortie. Et comment elle tente aujourd'hui de reconstruire sa vie. Je vous préviens, cet épisode n'est pas réservé aux âmes sensibles. Bienvenue dans StoryCube. Tout à coup, elle décide de me séquestrer plus que ce que j'étais avant, de me mettre le voile, elle se met le voile à elle-même. Et là, on arrive dans un endroit, et là, ça m'a choquée parce que j'ai pas reconnu le drapeau algérien. Et là, mon oncle, il s'approche de nous, il nous dit « vous êtes en Syrie ». Et du coup, l'homme fait signe à mon père comme ça « tu donnes ta fille, quoi ». Je vois des gens ramper, sortir du feu, des enfants morts par terre, balafrés, les parents qui pleurent sur les cadavres de leurs enfants. Bonjour tout le monde, bienvenue dans StoryCube. Aujourd'hui on accueille Sana. Alors Sana, vous allez voir, elle a vécu une histoire absolument traumatisante. En fait son histoire elle est folle, il y a plein de rebondissements et ce qu'elle a vécu c'est absolument fou. Aujourd'hui, je trouvais hyper pertinent de l'accueillir dans StoryCube pour qu'elle nous raconte concrètement qu'est-ce qu'elle a vécu dans les moindres détails. Sana, bienvenue dans StoryCube, comment tu vas déjà? Merci, ça va très bien, tout se passe bien. Alors pour ceux qui savent pas, est-ce que peut-être tu peux leur expliquer pourquoi est-ce que finalement tu portes des lunettes et je pense que les gens se posent la question direct là maintenant en commençant la vidéo. Moi du coup j'ai décidé de garder mon anonymat pour ma protection et pour celle de mes enfants. Ça marche, on comprendra j'imagine après un peu. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais donc avant qu'on commence dans le vif du sujet, je trouvais pertinent de revenir un petit peu sur le contexte. Avant que tout ça commence, comment ça se passe un peu ton enfance, comment tu grandis, c'est quoi un peu les prémices de tout ça finalement? Alors comment je grandis? Mal, très mal. Non, plus sérieux, j'ai grandi dans des situations très compliquées. J'ai subi de la maltraitance au plus haut niveau. J'ai été déscolarisée très jeune. J'ai été voilée à l'âge de 13-14 ans. Donc je suis la plus grande de ma fratrie. Et ma mère avait un problème particulier avec moi. Donc elle ne pouvait pas me voir, elle supportait pas mon reflet. J'étais un peu son ennemie. Vous êtes combien un peu dans On était 5 à la base. Et puis là-bas, elle a eu d'autres enfants. Donc moi, j'ai grandi dans le nord de la France, où dans ma famille, j'ai toujours été responsabilisée très très jeune. À partir de l'âge de 9 ans, j'ai subi beaucoup de tortures, je les appelle comme ça parce que c'est réellement de la torture venant de ma mère. C'est moi qui m'occupais de mes petits frères et sœurs, etc. etc. Ta mère, elle va même te couper les cheveux à un moment donné? Oh, ça c'est vraiment le moins pire de ce qui a pu arriver, oui évidemment. À un certain moment, oui, en fait, je voulais partir avec ma tante, du coup, aller manger la journée. Ma mère nous a laissés chez ma grand-mère et ma tante en avait marre que je ne sortais jamais, alors elle a décidé de me faire sortir et ma mère s'en est rendue compte et là ça a été le drame total. Elle m'a prise à la maison sans dire un mot. Le lendemain j'allais à l'école et moi j'ai toujours été une petite fille avec de très longs cheveux bouclés et un jour du coup le matin, le lendemain de cette journée, elle m'a attrapée par les cheveux et puis elle a coupé mes cheveux mais au ras vraiment de n'importe quelle façon et en fait la première réaction que j'ai eue c'est que j'ai pas réalisé tout de suite ce qui se passait. J'ai hurlé, j'ai couru vers la télé puisqu'il y avait mon reflet dans la télé et là je regarde et je vois que j'ai plus du tout de cheveux. C'est une scène qui m'a marquée et c'est pourquoi j'en parle dans mon livre. Mais il y a d'autres scènes aussi au fur et à mesure. J'ai vécu 15 ans d'enfer. Avant même d'avoir vécu la misère en Syrie, j'ai vécu aussi une souffrance ici où j'avais des bleus partout, j'avais des hématomes, j'avais le crâne déformé par les coups, je tombais dans les pommes quand elle me frappait et c'est elle qui était essoufflée de me frapper et qui faisait sa scène de qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une enfant comme ça quoi. On y reviendra après justement, mais t'as écrit une bande dessinée? Oui. Et incroyable, donc en gros ça retrace tout ton parcours en illustration, c'est ça? Avec t'as des dialogues, un peu tous les grands moments que t'as vécu, c'est ça ou bien? Oui, j'ai voulu mettre dans cette BD les moments les plus marquants. J'ai laissé les lecteurs imaginer le reste de comment j'ai pu vivre cette vie atroce. J'ai vraiment marqué les moments les plus difficiles. Putain, c'est dingue, j'ai regardé, les illustrations sont magnifiques, franchement, n'hésitez pas à aller checker ça. On mettra évidemment le lien en première ligne de description. C'est aux éditions quoi? Viber Graphics? Viber, c'est ça, Viber Graphics. Viber Graphics, ouais, ok, incroyable. On peut la retrouver, j'imagine, dans la Fnac ou partout. La Fnac, au Furet du Nord, dans les librairies. Exceptionnel, et donc ça retrace en fait tout ton parcours depuis les premiers pires moments que t'as vécu, quoi, c'est ça? C'est ça. Putain, le moment déclencheur,
peur de ce que tu vas vivre après. C'est vers 15 ans, c'est ça? Donc ma mère me déscolarise 1 an et demi avant, il me semble, 1 an et demi avant. Déjà là, ça commence à être compliqué. Elle décide de nous enlever de l'école parce qu'elle aime plus du tout l'éducation nationale. Donc c'est ce qu'elle dit à tout le monde, enfin voilà. Ok. Elle nous déscolarise et tout ça. Toute la fratrie, donc, hein, les 5. Ah oui, toutes. Bah, mes petits frères, ils étaient encore tout petits, mais moi, mon frère et ma petite sœur, C'est ça. on a été déscolarisés en même temps. Alors ma mère a toujours été folle, enfin moi je le décris comme ça, mais elle a toujours eu du mauvais chez elle et je pense qu'elle a dû retrouver, ça a dû la réconforter dans ce qu'elle faisait. Tout à coup elle décide de me séquestrer plus que ce que j'étais avant, de me mettre le voile, elle se met le voile à elle-même et elle prépare tous nos valises, elle met tout sur le côté, on doit manger par terre, personne ne sait pourquoi. Surtout que ma mère avait équipé la maison au max, donc on comprenait pas pourquoi du jour au lendemain. On devait manger par terre, on devait prier à l'heure, donc nous on savait pas prier mais elle nous avait acheté des petits livres et voilà, il faut que vous fassiez ça. Elle nous surveillait tout le temps, enfin voilà. Donc déjà là, ça commençait à être bizarre, mais on savait pas exactement ce que c'était. Et puis un beau jour de fin août, début septembre, elle décide de nous emmener soi-disant en Algérie. Donc elle nous fait le passeport algérien, tout avait l'air d'être crédible. Et puis un jour, elle dit allez hop, on va voir de la famille en Algérie et tout ça. Toi, t'as quel âge? T'as 15 ans? Moi, je venais d'avoir 15 ans, ouais. J'avais eu 15 ans pas longtemps avant, donc du coup, on part et tout ça. Et moi, il faut savoir, ça aussi c'est important, c'est que moi, j'ai été coupée du monde très très jeune. J'ai jamais été en vacances, j'ai connu l'école et la maison, point à la ligne, et je ne sais même pas me débrouiller. Encore aujourd'hui, j'ai du mal un peu dans tout ce qui est train, aéroport et tout ça. À cette époque, c'était encore pire. Donc quand on arrive à l'aéroport, on suit juste ma mère en fait. Et là, on arrive dans un endroit, et là, ça m'a choquée parce que j'ai pas reconnu le drapeau algérien. Donc là, je commence à me poser des questions, à me dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est là quoi. Moi, je peux pas parler à ma mère parce qu'elle aimait pas parler avec moi. Donc j'envoie mon frère qui était plus proche d'elle et qui lui dit du coup où on va. Et là, elle commence à s'énerver et à nous dire vous vous taisez maintenant et vous me suivez sans faire de bruit. Du coup, on la suit et le trajet ne fait que de s'empirer. On roule pendant des heures dans le désert, etc., etc. Et là, on arrive dans une maison, perchée au beau milieu de nulle part, et on voit une caravane de personnes mal vêtues, enfin voilà, une caravane un peu pierre à feu, qui nous disent descendez, ils nous disent ça. Donc moi, je me mets à pleurer, mes frères et sœurs, pareil, c'était la pagaille. Et là, elle nous descend, elle nous met dans la caravane, et là, elle me jette un voile noir. Et elle me dit, tu mets ça tout de suite sur ton visage. Moi, je le mets à l'arrache. Et là, on arrive, la caravane nous jette, elle me dit, allez-y, courez, courez, courez. Donc nous, on court. On sait pas où on va. Moi, j'ai mon petit frère dans les bras comme ça, je sais pas où on va. On court et en fait, avec l'adrénaline, on court en pleurant, quoi. Et jusqu'à ce qu'elle nous dise stop, c'est bon. Et on s'assoit comme ça. Et là, on voit une grosse voiture arriver avec un homme, donc barbu, avec un truc sur la tête et tout ça, et une arme. Donc moi, c'est la première chose qui m'a choquée. Ouais. Il est énorme. Ah ouais, de voir une arme comme ça, on va mourir en fait, on est où? Et donc du coup, on était terrifiés. Et là, on monte dans la voiture, et là, on roule quelques minutes, on voit mon oncle. Ok. Je me suis dit, c'était pas en Algérie, c'était soi-disant parti eux avant. Et du coup, on le voit aussi avec une arme. Je me suis dit, oh là là. Je vous avouerai qu'à ce moment-là, c'est la pagaille dans mon cerveau. Je suis juste choquée et j'observe ce qui se passe, c'est tout. Je regarde juste ce qui se passe et je comprends rien du tout. Là, on arrive chez mon oncle, et là, il y a toute ma famille. Donc, tout le monde était là, dans une maison comme ça. C'est une cour et il y a des chambres sur les côtés. Et là, mon oncle, ma mère, tout le monde commence à pleurer, tout ça. Et là, ils nous disent, donc moi et mon frère, on est tétanisés, on est dans un coin du mur comme ça. Et là, mon oncle, il s'approche de nous, il nous dit, vous êtes en Syrie. Bon, alors moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais je me suis dit, c'est quoi ce pays? Enfin, je sais même pas au cours. Enfin, qu'est-ce que c'est que ce pays? Et du coup, je sais pas, on reste comme ça. Eux, ils font la fête et tout. Et là, une demi-heure après, on est arrivé, de gros bombardements. Moi, je suis tombée malade. Je suis tombée malade pendant une semaine. J'ai fait de la fièvre. J'ai arrêté de m'alimenter. Mon seul espoir était mon père qui devait venir, qui avait appris, qui avait prévenu les autorités françaises et qui était venu. Il était sur la route pour venir me récupérer. Ok. Comment tu le sais ça Parce que j'entendais ma mère qui parlait avec mon oncle. Ouais. Et c'était la pagaille à la maison. Ah ouais, il va venir faire ci. T'inquiète pas, je m'en occuperai. Mon oncle qui dit ça à ma mère. Je me suis dit yes, tant mieux, on a un espoir de s'en sortir, sachant que ma mère avait donné nos passeports et nos pièces d'identité là-bas, aux membres de l'État islamique, quoi. Donc on était foutus. Et mon père arrive et il fait tout pour nous prendre. Mon oncle prévient les autorités là-bas, ils le prennent, ils discutent avec lui. Et en gros, à l'issue de cette discussion, c'était soit tu restes avec nous, tu verras, on n'est pas méchants, ou soit alors tu décides de partir, on va t'emprisonner et dans quelques mois on décidera de t'exécuter parce qu'il y a personne qui rentre ici et qui en sort. C'est pas possible, tu meurs avec nous, quoi. Donc du coup, il est resté avec nous et lui, il est mort en décembre 2019. Il lui arrivait quoi, on peut... Mon père, il s'est fait... ça peut être cru ce que je vais dire et choquer certaines personnes, mais c'est la réalité des choses, malheureusement. C'est qu'ils étaient tous dans une maison, donc moi, je voyais plus du tout ma famille déjà depuis très longtemps, mais les derniers moments, c'était vraiment une toute petite route, donc on entendait tous les gens qui mouraient, on était au courant de tout. Ils étaient dans une petite maison avec donc mon père, ma mère, mes frères et sœurs, ma tante et ses enfants,
En fait, il y a eu un tir de mortier, je pense de Kurdes ou du régime de Bachar. Et à ce moment-là, donc mon père se prend un éclat d'obus et se vide de son sang puisqu'il avait sa jambe était entièrement arrachée. Donc il se vide de son sang. Et mes petites sœurs sont mortes aussi là-bas avec le cerveau explosé et elles agonisent pendant, on va dire, une demi-journée puisque les organes continuaient de fonctionner. Elles sont mortes devant les yeux de mon frère nu, en train d'agoniser. Et par la suite, on a enterré, donc ma petite sœur à ce moment-là, elle avait 3 ans. Et la deuxième, elle avait 1 an et quelques mois. Et on les a enterrées suite à ça dans la foulée. Et on sait pourquoi? C'était quoi le bombardement? C'était quoi le... C'était un tir de mortier. Oui, là-bas, c'est normal. Ils tirent sur n'importe qui, n'importe où. Enfin, ils tirent dans le tas, quoi. C'était vraiment la guerre, le cœur de la guerre, là-bas. Je reviens du coup au moment où t'es arrivé là-bas. Est-ce que tu comprends à un moment donné où est-ce que tu es? Si oui, quand? Comment Alors moi, je comprends au fur et à mesure du temps, petit à petit. Okay. Donc quand j'arrive, je comprends déjà. Quand j'entends les bombardements et qu'ils me disent que voilà, on est en Syrie, tout ça, je les entends parler et tout. Bah là, on comprend, moi et mon frère, parce qu'on était très proches, moi et mon frère, on entend que c'est la guerre. On a compris qu'on était dans un pays en guerre, mais on comprenait toujours pas pourquoi nous, on était là, quoi. J'ai compris que par la suite, les femmes se mariaient très jeunes, puisqu'on m'a mariée 1 mois ou 2, je ne sais plus exactement, très rapidement après. Dès mon arrivée, on va dire quelques jours après, j'ai commencé à voir des demandes en mariage par dizaines et par dizaines tous les jours. J'ai arrêté de compter tellement c'était énorme. Comment ça se passe? C'est des lettres? C'est quoi? Ah non, ils viennent directement à la maison. Ah oui, ils toquent comme ça, toutes les 2 minutes, vraiment, j'abuse pas, c'était tout le temps. Et ils venaient voir mon oncle parce que mon oncle était réputé pour avoir beaucoup de sœurs. Ok. Donc ils venaient tout le temps essayer, mais en fait mes tantes étaient déjà toutes mariées. Il restait plus que moi. Moi à cette époque, je venais d'avoir 15 ans, j'ai 15 ans et demi. Ils sont venus à la porte, ils toquaient. Mon oncle refusait et je me suis dit, bon bah il acceptera jamais de toute façon de me marier, c'est une évidence. Et pas longtemps après, du coup, mon oncle vient chez ma mère et parle avec elle. Donc moi je ne suis pas conviée lors de leurs entretiens. C'est mon petit frère, comme c'est un homme, il était dehors lui, il voyait ce qui se passait, donc il venait me dire voilà, à tonton il t'a trouvé un garçon qu'il connaît déjà depuis la Belgique, il trouve qu'il est sympa pour toi, donc du coup il va te le présenter, etc. Alors je vous explique la présentation, il est arrivé 3 jours après ça, il y avait mon oncle, mon père et donc cet homme, moi j'ai 15 ans, ma mère m'a dit tu mets le voile sur ta tête, on est parti, mon oncle m'a dit tu regardes le sol, tu lèves pas les yeux, faut que tu sois pudique et tout ça, donc je n'ai pas compris. Je me suis assise à côté de mon oncle, je me rappelle que je tremblais, je lui tenais la main et en fait il m'a dit bon tu peux lever 2 secondes sur ton voile, donc moi je regardais toujours le sol et j'ai pas pu voir cet homme. Et après je suis ressortie, 2 jours après mon oncle vient et commence à dire ah ben alors c'est bon, prépare-toi. Donc j'entends ma mère qui pleure dans la cuisine et qui dit non j'ai encore besoin d'elle pour faire le ménage, je vais pas m'en sortir si elle est pas là, j'ai besoin d'elle pour les enfants, elle s'occupe de la maison. Et mon oncle lui dit oui mais c'est comme ça, les femmes elles doivent se marier, jeunes, elle va se marier, un point c'est tout, de toute façon c'est déjà lancé, bref, chacun se déchire pour leurs propres intérêts. Ouais. Et puis il m'a dit allez habille-toi, donc je me suis habillée, mon père il nous suit et là on va en taxi, on arrive que eux appelaient le tribunal islamique. On arrive là-bas, là on rentre dans une pièce et je me rappelle dans cette pièce il y avait plein de femmes de mon âge parce qu'elles étaient très très jeunes dans leur visage. Et puis ils nous prennent dans une autre pièce et là je vois un homme avec une chèche, mon père, mon oncle et le père de mes enfants. Moi j'étais tout derrière et là j'entends, je comprenais pas l'arabe à ce moment-là. Quand tu dis le père de tes enfants, c'est... Oui parce que je l'appelle le père de mes enfants. Mais à ce moment-là, il sait pas, c'est... Non. C'est juste, ok. Oui c'est parce que je dis pas à mon mari. Oui. Parce que ça a jamais été pour moi mon mari. Ok, ça marche. Mais à ce moment-là, c'est un inconnu, enfin tu le connais. Ah oui, non, mais je le connais pas du tout. Hein. Je le voyais encore à peine, je voyais juste parce qu'il était de dos, donc je le connaissais pas. Et du coup, l'homme fait signe à mon père comme ça, tu donnes ta fille, quoi. Et l'autre il dit oui. Enfin, c'est vraiment un truc de con, quoi. Et l'autre il dit oui, et puis l'autre il dit tu acceptes, l'autre il dit oui. Et puis ils doivent signer un papier comme ça, ils disent allez-y, tout le monde se prend dans les bras comme ça, ok. Et puis on sort. Moi je tiens mon père, et hors de question pour moi que je le suive. Et là on monte tous dans un taxi, et c'est la première fois que je l'ai vu à côté de moi. Et il commence à me parler, moi j'étais tétanisée, collée à la porte. J'étais horrifiée, je tenais la main de mon père comme ça dans le taxi. Et voilà, après on est rentré chez ma mère pleurait encore en train de dire comment je vais faire toute seule dans la maison. Enfin, famille de fous, quoi. Et voilà, c'était ça, mais c'est drôle en fait. C'est tragique, mais et puis j'ai réussi à esquiver, donc du coup 2 semaines, 1 mois, je ne sais plus, de ne pas vivre avec cet homme. Et puis mon oncle, jusqu'au bout, me ramène à un appartement et me dit il est temps pour toi d'aller vivre avec cet homme. Donc moi j'arrive, je m'effondre, je tombe dans les pommes, ma grand-mère qui me relève et qui me dit ça va aller, t'inquiète pas, enfin c'est déjà fait, t'es déjà mariée, ouais non. Et après je pars, je tremblais, je dis à mon père je veux pas y aller. Et je me rappelle avoir vu mon père pleurer ce jour-là. C'est la première fois que j'ai vu mon père pleurer et il pleurait mais il parlait
pas, il ne parlait pas. Et du coup, ma mère prépare ma valise, elle prépare mes affaires, elle me donne mon sac et elle me dit bah la prochaine. Du coup, je dis à mon frère, viens avec moi. Mon frère, il m'accompagne. Et là, on monte dans l'appartement. Il y avait ma tante qui habitait dans l'étage au-dessus. Du coup, il me dit, bon, bah j'arrive, je vais juste chercher, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, je vais juste chercher une lumière en bas. Moi, j'ai fui tout de suite. Je suis partie chez ma tante et je pleurais. Je dis, je veux pas y aller. J'étais terrifiée. Je redescends à peu près vers 2h du matin et j'ai fait la muraille de Chine, comme on dit. J'ai tout monté en sorte de ne absolument pas le voir. Ouais. Et je me collais au mur, je voulais absolument pas. Et lui, il disait, je suis ton mari. Enfin, il rabageait cette misère, je sais pas combien de temps. J'ai réussi à fuir pendant 1 mois. Tous les matins, je partais très tôt, je rentrais très tard le soir. Et ça a commencé à devenir un scandale, l'endroit où j'étais, parce que les femmes, elles sortent pas. Donc moi, je fuyais, on me voyait sortir. Et il commençait à poser des questions, du coup, au père de mes enfants. Et il disait, enfin, c'est quoi ça? On peut pas faire ça. Enfin, les femmes sortent pas. Ma mère, qui, de l'autre côté, me rajoute encore une couche et qui dit, personne ne lui ouvre la porte de chez elle, qui dit à ses sœurs, personne ne lui ouvre la porte de chez elle parce qu'elle doit consommer son mariage. C'est comme ça, un point, c'est tout. Tu dois consommer son mariage, ça veut dire ? Oui, c'est ça. Mais t'avais quel âge à ce moment-là ? 15 ans. Et lui, il avait quel âge ? 19. Donc du coup, moi, je suis condamnée chez moi. Et après 1 mois, du coup, je vis mon premier vie forcé, où je suis tétanisée. Et je me rappelle d'une phrase, c'est que je lui disais, tant pis, je serai comme une poupée et je ferai la poupée. En sorte où je ne voulais absolument rien faire et rien du tout. Je lui disais non. Et il me disait, mais c'est comme ça, t'as pas le choix, je suis ton mari, tu me dois obéissance, etc. quoi. Et voilà. Et après quelques mois, du coup 4-5 mois je crois, je suis tombée enceinte de ma première fille et je l'ai pas su tout de suite, je l'ai su après 3 mois. J'ai appris que j'étais enceinte et tout ça, j'étais sans émotion. Ce jour-là, en fait, je me suis dit, ah ouais d'accord, je suis enceinte, et je me suis juste dit, il faut absolument que je sorte mon enfant d'ici. Ouais. Je me suis juste dit comment je vais faire. J'avais peur que ce soit une fille. Vu comment j'ai souffert en tant que femme, j'avais peur que ce soit une fille, je me suis dit, il faut absolument que je sorte mon enfant d'ici, je sais pas comment faire. Donc ma grossesse. Tu t'es dit ça du coup ? Ah oui, non, mais je voulais pas du tout je voulais pas qu'elle souffre comme ça. Ma grossesse est passée et en fait, le jour de mon accouchement, je me fais opérer par 2 adolescentes. Ok. Donc c'est vraiment 2 adolescentes qui me font la péridurale, en train de discuter. J'avais appris un peu plus l'arabe. J'entendais ce qu'elle racontait et elle disait ah bah oui, j'ai bu le café hier, c'était cool, pendant la péridurale. Ah oui, moi je me suis dit c'est fini, c'est le dernier jour où j'utilise mes jambes, je vais mourir. Et là, elles me font la péridurale et je vois un médecin rentrer. Je sais pas d'où elle vient, c'était une femme. Et là, elle commence à faire ses trucs et tout. En une demi-heure, je pense, c'était terminé. Et c'est les jeunes du coup qui me nettoyaient, etc., etc. Et là, j'ai vu ma fille pour la première fois. Donc c'était une fille finalement. C'était une fille. Et j'étais effrayée, mais j'étais trop contente de voir mon bébé. Et j'ai été du coup paralysée pendant jusqu'au lendemain. J'arrivais toujours pas à me réveiller. Je suis rentrée directement chez moi. J'ai accouché la veille des attentats du 13 novembre. Et donc je me réveille à peine de l'anesthésie. Je vois le père de mes enfants rentrer et me dire regarde, c'est fou ce qui s'est passé en France, regarde et tout ça. Donc moi je regarde. Là je vois un article avec, je vois un bar, une sorte de brasserie, toute cassée, enfin voilà, donc je lis l'article et je suis effrayée, je suis tétanisée, je me suis dit, on va tous être victimes de ces malades. En fait, je me suis juste dit, ça va prendre tellement d'ampleur qu'on va tous y passer, en fait, on va tous mourir. Moi là, eux là-bas, c'est terminé, c'est eux qui vont prendre le pouvoir du monde, comment on va faire? Et après, je me suis dit, quelle horreur que moi je sois ici. En fait, mon pays va penser que je suis pareil. Parce que moi, je suis ici, en fait. Donc, eux, ils vont penser, ils vont pas voir qui a fait quoi. Je me suis dit, ils vont se dire, ça y est, je suis ici. Je suis aussi coupable de ce qui s'est passé. Et je me suis dit, ils accepteront jamais de me ramener chez moi, en fait. Et en fait, c'était légitime, parce que je savais juste pas, on était plus encore dans la misère. T'avais peur que tu sois affilié finalement à eux, quoi. Ah oui. Bah après, je me suis dit que c'était sûr. Hein. Je me suis dit que c'était sûr qu'ils allaient pas y croire et tout ça. Et voilà. C'est quoi la suite? Moi, j'ai un moment donné où il y a des camps kurdes. Parce que ça vient plus tard. Qu'est-ce qui se passe entre-temps? Est-ce que entre-temps, t'as un deuxième enfant? Oui. Alors moi, ce deuxième enfant, j'ai tout fait pour le sortir de moi. Parce que là-bas, tu peux pas avorter. Il n'y a pas d'avortement, c'est non. Et en fait, on était en pleine guerre. Ça veut dire que c'était voilà, les bombardements à fond. Moi, j'ai été, donc quand j'étais enceinte et tout ça, j'ai été bombardée. Et en fait, j'ai été sous les décombres. Moi, ma petite fille, enceinte, et le père de mes enfants qui avait ma fille du coup dans les bras. Et en fait, j'ai été intacte. Donc je me suis juste retrouvée sous les pierres, etc. Et on est sortis intacts. Il restait vraiment quasiment plus rien. On était dehors. Donc on a réussi à se sortir de là. La guerre s'est enchaînée et ça a dégradé encore plus. Donc moi j'accouche encore dans des conditions abominables, dans une cuisine toute seule. J'accouche normale, toute seule. Ah oui, j'accouche toute seule, normale, dans une cuisine. J'ai eu mes premières contractions le matin. J'ai accouché le soir et en fait elle était bloquée. Donc quand elle sortit, elle respirait plus du tout.
Elle est restée je ne sais pas combien de temps sans respirer. Il y a des femmes qui sont venues essayer de la faire respirer, mais moi je me suis dit que ma fille était morte du coup. Et pas longtemps après, elle respire, commence à pleurer. Je l'ai juste pris comme ça dans mes bras, je réalisais pas, je me suis dit comment je vais faire pour assumer tout ça en fait, c'est tout. Parce qu'il y avait plus de manger, plus de nourriture, plus de boisson, il y avait quasiment plus rien. C'était de pire en pire. Entre-temps, mon petit frère, donc, qui avait à cette époque 8 ou 9 ans je pense, jouait près du fleuve de l'Euphrate. Et là, il y a eu un bombardement de la coalition qui a tapé une voiture juste à côté. Et en fait, il était tellement proche qu'il s'est pris un gros éclat d'obus, un gros éclat de missile et ça lui a arraché la jambe. Donc mon père était encore vivant à ce moment-là, c'était avant qu'il meure, avant 2019. C'était je pense en 2016. Ça lui a arraché la jambe et là, il coule dans l'eau. Mon père voit cette scène parce qu'il voyait qu'il était là. Il court récupérer mon frère et il restait juste un bout de sa jambe collé. Et ça a tapé aussi son bras, elle est un peu venue comme ça. Et du coup, il a un bras défectueux dans lequel il peut pas faire plus que ça. Il l'emmène directement dans l'hôpital le plus proche, mais ces frappes-là avaient frappé plusieurs personnes, il y avait beaucoup de blessés. C'était une boucherie. Donc il court avec son fils, imaginez-vous l'horreur, de courir avec son fils comme ça et sa jambe arrachée. Donc il le dépose, ils essayent de lui faire les premiers soins pour éviter qu'il se vide de son sang et qu'il meure. Et là, il le transfère dans une autre ville, où moi j'étais déjà avec mes enfants, parce que moi je voulais pas rester, je fuyais le maximum possible. Et moi j'étais déjà là-bas, et j'entends que mon frère s'est fait taper par un missile et qu'il a plus de jambes. Donc je cours à l'hôpital, je vais voir mon frère, il était haut comme 3 pommes, et en fait je le vois tout blanc comme ça, sans plus aucune couleur, et cette image elle va me rester marquée à vie. Et là je me rappelle en fait qu'il lève le drap et qu'il me dit regarde. Donc moi je lui dis je sais pas quoi lui dire. Je sais pas, je m'effondre en fait devant lui. Je sais pas quoi lui dire et je lui tiens juste la main en lui disant ça va aller, c'est tout. Et là il commence à paniquer, il est pas bien. Et je vois sa jambe qui est coupée jusque là. Enfin c'était terrible, c'est terrible. Franchement c'est terrible. Et par la suite du coup il a subi aucun soin parce qu'il y avait pas de soins. On a fait que de reculer sur reculer jusqu'à un moment donné on s'est retrouvés dans une toute petite route, vraiment une minuscule route. Et on était tous là en fait. Tous les dernières personnes vivantes étaient là. Vous reculez à cause de quoi? À cause des frappes? Les bombardements, oui, les frappes, les bombardements. Et puis il y avait les Kurdes aussi qui étaient au sol, donc qui vraiment tiraient, frappaient avec tout ce qu'ils pouvaient frapper. On pouvait même plus se cacher, on n'avait pas le choix que de suivre en fait. Parce que c'était que ça qu'il fallait faire. Ton petit frère est survécu par ça ou... Mon petit frère survit. Et juste après ça, du coup, on vit la guerre très intense. Donc ça a duré 2 mois d'encerclement. On n'a plus du tout à manger. On se nourrit de nourriture de poule, un peu comme du foin. Et on le mélange à l'eau pour donner une sorte de pâte et de manger avec. Donc bon, ça ne nous nourrissait absolument pas. Tout le monde devenait extrêmement maigre. Tu vois des choses qui te choquent à ce moment-là? Oui. Ouais, j'ai noté, tu vois 2 personnes se faire des... C'est une vraie note ça ou... Non, c'était pas dans la guerre là, c'était avant. Ça, c'était plus à Raqqa. Et donc avant, t'as vu ça? Oui, ça c'était plus à Raqqa. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'en fait, je promenais ma fille. Je promenais ma fille comme ça, un vendredi. Et là, je vois une foule comme ça, un mouvement de foule comme ça, entourer l'espace où je suis. Parce qu'en fait, en guerre, ils ne préviennent jamais qu'ils vont faire ci. Parce que comme on est en guerre, ils vont se faire bombarder. Donc c'est d'un coup. Ils viennent, ils encerclent comme ça. Et puis, je vois une camionnette arriver, des gens tout masqués et tout. Je vois qu'ils ramènent 2 hommes comme ça. Et boum, ils coupent la main. Alors, sans rien, enfin, je pense qu'ils parlaient, mais je n'entendais rien. Ils les ont embarqués et ils sont repartis. En fait, il y a des femmes aussi qui se sont retrouvées dans ce mouvement de foule, qui commencent à crier, des femmes qui tombent dans les pommes, qui disent mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ça et tout ça. Donc oui, c'est l'exécution que j'ai vue là-bas. Et pour revenir à la guerre, du coup à ce moment-là, il y a de grands feux, des feux. Je vois des gens ramper, sortir du feu, des enfants morts par terre, balafrés, les parents qui pleurent sur les cadavres de leurs enfants. Nous, on a vécu dans des tranchées parce que on évitait les balles. Du coup, on dormait dans des tranchées avec des cadavres. Il y avait des cadavres dans le tranché, mais en fait, on sautait dans les premiers tranchées parce qu'il y avait la guerre de partout. Et en fait, à ce moment-là, je reste vraiment quelques minutes debout parce que je voulais rentrer des affaires dedans. Et là, je me fais taper par une balle de sniper à la gorge et je tombe par terre. Voilà, je tombe par terre et je n'entends plus rien. J'entends plus rien. La seule chose que je ressens, c'est que je me fais pipi dessus. Et j'entends le bruit de mon sang couler. Je me dis, je suis morte, quoi. Ouais. Et là, je vois juste un homme venir courir à moi qui m'avait donné un verre d'eau juste avant et qui me prend comme ça d'un coup, qui met sa main dans ma gorge, qui enlève quelque chose et qui me prend en courant. Et donc ma tête elle pend partout et là je commence à reprendre conscience et là je vois tous les morts, les milliers de morts comme ça, les tonnes de personnes
brûlée et blessée. Et là, on me recoue avec une aiguille d'une même femme qui était arrachée de partout. Et on coupe l'aiguille de cette femme-là et on vient direct me recoudre à la gorge à froid. Bon, ça s'est infecté, j'avais du pu comme ça dans tout le cou par la suite, etc. etc. On se nourrissait d'eau, il y avait de l'eau qui avait stagné avec la pluie, etc. où il y avait des cadavres de chiens, puisque les animaux mouraient aussi. On buvait cette eau, on n'avait pas le choix en fait, si on allait mourir. On mangeait pas pendant plusieurs jours, etc. etc. jusqu'au jour Une fois aussi, hein, durant... Moi, j'étais devenue transparente. On voyait tout le monde, de toute façon. On voyait les enfants mourir nus ou en couche par terre, les cadavres d'enfants. Là-bas, c'était devenu normal, en fait. C'est court pour sauver ta peau, sachant qu'on avait une personne handicapée, donc mon frère, qui avait qu'une seule jambe et une béquille, donc on devait le transporter partout. Moi, j'avais mon bébé, mes 2 enfants, enfin voilà. Et du coup, on finit par sortir, donc on arrive dans les camps. Entre-temps, on voit les Américains qui nous réceptionnent, qui nous questionnent, qui prennent nos empreintes et qui nous envoient dans les camps. Ok. Et là, on arrive dans les camps. Le premier camp qui était la jungle. Donc, il y avait les femmes qui étaient complètement folles là-bas. C'était des bêtes. Elles n'avaient plus rien d'un humain. C'était des bêtes, elles s'entretuaient entre elles, elles se frappaient à coups de marteau, elles se frappaient avec des bâtons de fer pour une histoire de religion, parce que toi tu crois pas la même chose, toi t'es pas pareil, enfin voilà. Ensuite elles se battaient aussi parce que le briquet n'était pas de la même couleur, tu m'as donné un vrai nom, c'est le mien, c'est pas le tien, boum, elles se frappaient. Et c'était, dès qu'il savait qu'une femme parlait à un homme, il l'a décapité, l'a jeté dans la fosse aux toilettes. C'était de la folie, on retrouvait des corps dans les trucs de toilettes, les Kurdes étaient aussi dépassés, qui eux aussi agressaient tout le monde, ils savaient pas qui était qui, donc ils agressaient tout le monde aussi. C'était la jungle au sens propre. Comment t'arrives finalement à te faire rapatrier? Comment... On m'a changé de camp. Après 1 an et demi avoir vécu dans ce camp de la jungle, on m'a changé de camp et on m'a ramené dans un camp qui s'appelle le camp Rojava, qui a été mis en place et surveillé par les Américains, mais détenu par les Kurdes. Ok. Mais là-bas, c'était tout rangé, c'était nickel. Donc au début, on n'avait plus de voile sur notre visage, il y avait des femmes qui enlevaient leur voile, mais elles se faisaient massacrer par les autres femmes, du coup elles se faisaient taper parce qu'elles avaient enlevé leur voile. Donc je valais mieux pas que tu enlèves ton voile là-bas. Et après ça, il y avait une liste de personnes qui s'inscrivaient pour partir en France. Un jour, la France est arrivée, il y a eu un convoi de premières femmes. Donc c'est là qu'on a vraiment commencé à y croire, vraiment, on y croyait fort. Et les avocats faisaient le travail ici en France. Donc moi j'avais mon avocate, Maître Dosé, qui avait fait tout le travail, qui avait cherché à me faire sortir de là, moi et tant d'autres femmes. Après 2 rapatriements, j'étais le 3e convoi. Donc le premier convoi, il a été juillet, le 2e octobre et le dernier janvier. Donc je suis rentrée en janvier 2023, où j'ai été prise en charge tout de suite. T'as pu rentrer avec tes filles aussi? Je suis rentrée avec mes enfants, évidemment. Ah oui, je suis rentrée avec mes enfants. Je suis rentrée avec mes enfants qui, elles, ont été pris tout de suite en charge par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Moi, j'ai été entendue pendant 3 jours par la DGSI et j'ai été relâchée par la justice antiterroriste, donc un juge. J'ai été relâchée, j'ai été prise en charge par une association qui m'a aidée à me réinsérer, qui m'aide jusqu'à encore aujourd'hui. Et je vois mes enfants, je les ai jusqu'à 4 fois par semaine avec nuitée. Elles ont des éducatrices formidables, j'en ai aussi, j'ai vu des psychologues et tout va pour le mieux. Sana, merci infiniment. T'as écrit un livre aussi récemment, Oui. BD plutôt pour être précis, qui retrace tout ton parcours, c'est ça? Donc c'est un peu tout ce que tu nous as raconté, encore plus en détail. Tu reviens aussi sur d'autres moments que t'as pas forcément raconté dans la vidéo aussi, j'imagine. Mais... Oui, c'est sûr, évidemment, il y a trop de choses à dire. La BD fait quoi? Elle fait 200 pages. Oui. Et c'est quoi en gros? C'est ton parcours quand t'étais là-bas, avant aussi ou... Oui, j'ai pris soin de raconter ce qui s'est passé avant, Ouais. Parce que l'enfer, elle a commencé déjà avant et qu'il fallait absolument pas banaliser la maltraitance sur les enfants. Et je pense qu'on n'en parle pas assez des enfants qui vivent des maltraitances au sein de leur propre foyer. Moi, je vivais littéralement un enfer sous les yeux de mes professeurs, de mon médecin traitant que j'ai confronté, comme je peux le citer à la fin du livre, qui ont rien vu et décidé de fermer les yeux. Et je trouve ça scandaleux parce qu'ils auraient pu sauver 5 vies. Sana, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet épisode. Je vous rappelle que si vous aussi voulez vous procurer le livre de Sana, n'hésitez pas, le lien est en première ligne de description. Et pour les autres, si vous voulez regarder un autre épisode, il y a 2 épisodes qui s'affichent maintenant à l'écran, vous pouvez cliquer pour passer une très bonne soirée. C'était Noah, bye.